au service du rayonnement cosmique comme source d'énergie de consommation courante. Oui. Ça se fait d'ailleurs. Pas ici. Il faut établir une voile. Enfin, je sais pas. Bon. Donc, on n'a pas expliqué comment on le fait. De toute façon, il manque suffisamment d'éléments ici. Mais effectivement, il n'y a pas de problème à se servir du rayonnement cosmique ou du rayonnement solaire pour, comme source d'énergie courante. Quelle différence y a-t-il entre l'assujettissement, l'imprégnation et le rayonnement? Le rayonnement est ce qui imprègne, l'assujettissement est ce qui est imprégné. Être imprégné inconsciemment, c'est être assujetti. Être imprégné consciemment, c'est être instruit. Et imprégné consciemment, c'est un rayonnement. Et imprégné inconsciemment, ça reste aussi une forme d'assujettissement. Que dire du 4 juin 1989 avec la mort de Khomeini, la guerre civile chinoise, l'accident ferroviaire en URSS, le Téléthon québécois? Pourquoi tout cela en même temps? Il y a aussi Michel Richard qui vient de regarder une fois. Il y a aussi un maringouin qui s'est fait frapper. Y a-t-il des jours spécifiques, soit saison ou date fériée, dans l'année, tout spécialement favorables à une nourriture d'égrégore, que ce soit blanc ou noir? Si oui, précise dans quel but. Il y a surtout des dates où on prend conscience qu'il se passe des événements. Alors, il s'en passe régulièrement à l'année longue. Il y a des dates où on prend conscience des événements. Il y a, par exemple, un mois où les portes des avions semblaient ne pas tenir. Les queues arrachaient, tout ça. Mais on n'a pas ésotériquement fait de parallèle. Il y a, à un moment donné, une époque, un mois, où un grand chef des Tassadai est mort. Et ça coïncidait avec l'écrasement d'un avion en Australie. Ben, on n'a pas fait de grand cas là-dessus. Le train là-bas, en Union soviétique, c'est de ce train-là qu'on parle, ben, c'est le train habituel là-bas. Il y a des problèmes. Ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, ils sont en train de se démocratiser, ils veulent évoluer, donc nécessairement, il y a un grand karma noir qui doit s'installer quelque part et il y a des gens qui doivent payer. Il y a un transfert. Le communiste, c'est tout le monde équitable. Tout le monde est malheureux pareil. Et puis là, maintenant, il y a un transfert du malheur. Il y en a qui vont être plus malheureux, donc il y en a qui vont être plus heureux. Tu comprends? L'ayatollah lui-même, ben, c'était prévisible qu'il était pour mourir parce que à aller comme il allait. Les égrégores individuels à l'intérieur de l'égrégore PMC sont-ils influencés? Influencés, oui. Par quoi, ça sera déterminé, mais pas par l'ayatollah. Chose qui est certaine, c'est qu'on pourra revenir un peu tout à l'heure sur la mécanique de l'ayatollah. Doit-on intensifier le travail PMC lorsqu'on est conscient d'une grande bouffe égrégorienne astrale? Ben, c'est préférable, oui. C'est comme de se dire, lorsque je me sens devenir un peu malade, est-ce que je dois m'arranger, me mettre en forme? Ben oui. Lorsque les égrégores noirs se nourrissent, y a-t-il nécessairement en même temps ou dans les jours suivants une nourriture d'égrégores blancs? Bon, on va parler de ce que c'est qu'un égrégore noir. Le noir est quelque chose qui absorbe tout. Et le blanc est quelque chose qui n'absorbe rien. Dans l'illusion évolutive des archétypes, et de ce longtemps, tout ce qui était à tendance évolutive a été catalogué comme étant noir. Tout ce qui était à tendance manipulative, esclavagiste, conne, effusionnelle, a été catalogué comme étant blanche. Ce qui fait à un moment donné que si vous êtes un bon chrétien, vous êtes celui qui ne reçoit rien mais qui donne tout ce qu'il a. Vous êtes blanc. Si je suis celui, moi, qui, ben, vous me donnez, moi je prends, aucun problème. Puis quand vous voulez venir chercher, ben, venez pas. Il y a un autre qui va vous donner ailleurs. Ben, je suis catalogué noir. Par contre, le noir est ce qui absorbe. Un trou noir n'explosera pas. Tandis qu'une supernova, oui. Juste une espèce de correction sur ce qu'on appelle souvent noir et blanc. Parce que finalement, bien souvent, ce qui est noir est bon, ce qui est blanc est mauvais.
bien souvent. C'est sûr qu'au niveau de l'humain, il peut jouer comme il veut. N'empêche que quand on parle d'arts martiaux, la ceinture noire est en haut, la blanche est au début. Quand on parle de bons guerriers, c'est habillé de noir, pas de blanc. Quand on regarde les prêtres, les plus puissants, ils sont noirs. Ils ne sont pas blancs. L'enfant de cœur est blanc. Le prêtre est noir. Malgré cette contradiction apparente, les religions continuent à dire que ce qui est noir est mauvais. La nuit, c'est noir. Allumer une lumière, elle l'absorbe. La nuit est en noir, la psychologie ne voit pas avec les yeux, donc elle a peur. Ce qui lui fait peur est nécessairement mauvais, donc le noir est mauvais. Tandis que la nuit, nous pouvons nous servir de nos yeux, nous devons développer notre troisième œil. Nous devons développer des sens vitaliques. Nous devons grandir. Le jour, nous voyons clair. Je vois votre visage, j'en déduis ce que vous êtes. Bien souvent, les yeux aveuglent l'homme. Mais il y a la lumière, c'est blanc. Et beaucoup plus dangereux. La question, c'est quoi? Lorsque les égrégores noirs se nourrissent, y a-t-il nécessairement en même temps ou dans les jours suivants une nourriture d'égrégores blancs? Bon. Lorsque les égrégores qui sont denses se nourrissent, il y a une nourriture en même temps des égrégores plus subtils. Donc, par contre, bien souvent, lorsqu'il y a conscientisation quelque part sur la planète, il y a excrétion de phénomènes denses ou égoïques dans les êtres humains qui se conscientisent, et nécessairement, il y a énergisation de l'égrégore dense, ce qui, dans le remous, peut amener un mouvement social. Donc, avec beaucoup d'énergisation de l'égrégore dense. Mais plus ça évolue, plus ça involue dans l'évolution. Plus ça involue dans l'évolution, ça n'a pas de correspondance. On ne peut pas dire plus ça évolue dans l'évolution. Est-ce qu'il y a des égrégores qui sont totalement neutres? Absolument. C'est quoi leur rôle? Le rôle est simplement de donner de l'énergie. L'égrégore PMC est neutre tant qu'il n'est pas spiritualisé. Les égrégores spiritualisés sont les égrégores qui, eux, ont une tendance à servir dans un côté et à ne pas servir dans l'autre. Un égrégore PMC peut t'aider si tu veux tuer quelqu'un. Ça peut t'aider si tu veux sauver quelqu'un. Ça peut t'aider si tu veux te démolir. Ça peut t'aider si tu veux te grimper. Si tu t'en sers mentalement, ça va t'aider du côté mental. Si tu t'en sers astralement, ça t'aide du côté astral. L'égrégore est neutre. Donc, l'égrégore ne viendra pas colorer ce que tu dois faire. Les égrégores colorés, les égrégores qui ne sont pas neutres, sont des égrégores spirituels. Si c'est un égrégore divin, se faire le mal, il ne marche pas. Donc, tu peux prendre possession d'un égrégore qui est totalement neutre afin de t'en servir pour tes fins. Oui, mais de toute façon, c'est ça que l'humain peut faire. Et puis, à un moment donné, on devra aussi prendre des égrégores qui sont colorés. Polarisés, en bien ou en mal. C'est mieux de commencer par les égrégores de mal. Ils sont démolis, ce qui empêche le mal de sortir. En puisant dans les égrégores de bien, on aura un gros problème plus tard. Alors, on commence par les égrégores qui sont plus négatifs et on doit les instruire. Les instruire veut dire les neutraliser. Une fois qu'ils sont neutres, on se PS. Non, avant ça, c'est qui contrôle le mécanisme de ces grandes bouffes? C'est Lazare. Si j'explique, tu me dis. C'est un individu, ça, ou il est réparti dans une masse d'individus présentement? Ah, ben c'est Lazare. Tu connais pas Lazare? Non, je ne connais pas Lazare. Lazare fait bien les choses. On finit les questions, puis tu rappelles quelques questions. PS. S'il n'y a pas de contrôleur... Il y en a pas. Selon la théorie de la relativité, il n'y a pas de choses qui existent, il n'y a que des événements. Un événement ne peut ni durer, ni se reproduire énergétiquement. Comment concilier cette théorie avec celle du doute qui est censé dévier dans l'espace-temps? Bon, selon la théorie de la relativité, en passant c'est une théorie, il n'y a pas de choses qui existent. C'est un fait. Il n'y a que des événements. Même pas. Un événement ne peut ni durer ni se reproduire, donc il n'existe pas. Hein? On est d'accord avec ça. Comment concilier cette théorie avec celle du double qui est censée durer dans l'espace-temps? Parce que c'est simple. En dehors de l'espace-temps, et je dis souvent que l'intelligence supramentale est un phénomène instantané. Pour parler des égaux, il faut qu'on fasse des relations. Je dis
Déjà, quand je parle de l'extra-créativité, c'est complexe. Le double éthérique lui-même est immortel, il ne meurt plus. Et j'ai dit souvent en conférence qu'il n'est pas éternel, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié dans le temps. Il est au-delà du temps. Ce n'est pas une question de temps. Ce qui est question de temps est uniquement question de matière. Tout est virtuel, mais parce qu'il y a suffisamment d'instantanéité pour conserver l'événement virtuel en mémoire, je peux expliquer longtemps, mais j'aimerais mieux parler d'autres phénomènes solaires, parce qu'il y a suffisamment d'intelligence, d'intentionnalité pour engendrer, j'appelle ça des fois la supra-énergie, pour engendrer une mécanique d'énergie, une mécanique où on recrée sans cesse la forme. La forme, elle est premièrement interatomique, finalement elle sera atomique, et de sa constitution, elle pourra engendrer la forme de matériel. La majorité de la mémoire humaine est une mémoire chimique. Par la suite, il y aura une mémoire énergétique qui sera engendrée par le périsprit, c'est-à-dire l'énergie interatomique de la structure moléculaire du corps physique de l'homme. Le double éthérique est une chose qui n'existe pas. C'est une chose qui est là. Alors, il faut qu'on mette des mots à un moment donné pour que la conscience temporalisée du cerveau de l'homme puisse comprendre ce que je veux dire. Si je dis que ça n'existe pas, l'humain pense que ça n'existe pas. Mais c'est là. À l'instant où ça sort du phénomène temporel, parce que le double éthérique est de la conscience supramentale, qui est moroncialisé, c'est un double éthérique placé dans le plan vital, le monde de la vie, où il n'y a pas de corps physique. Le monde de la vie lui-même est régi par le temps, sauf que n'ayant pas de coloration intentionnelle, et on a déjà vu que c'est un plan exécuteur, il va recevoir une conscience éthérique sans la transformer. La conscience éthérique, le double éthérique, qui est la cristallisation éthérique ou vitale, moroncielle, de la conscience lucide qui habite une âme. Cette conscience-là ici n'existe pas, même si la forme, l'enveloppe existe. J'ai déjà expliqué aussi que lorsque l'être humain avait un double éthérique, il ne le savait pas. Il n'avait pas d'identification de lui-même, même s'il avait l'identification de l'extérieur. On pourra y revenir, on refera une conférence sur le double éthérique à un moment donné, c'est intéressant. Avec des questions, on peut aller plus loin, c'est bien. Du monde, à un moment donné, il faudrait que ça ait été écrit, qui parle. Alors donc, la relativité, elle parle évidemment de la mécanique de la matière, la mécanique de l'événementiel matériel. Quand on parle de double éthérique, on parle de mécanique d'intelligence supramentale. La forme du double éthérique, elle existe temporairement, elle est éternelle. Le double éthérique lui-même ne l'est pas, et quand je parle du double éthérique, je parle de la conscience qui l'habite. Je parle donc de ce qui est important et non pas de la forme, de l'enveloppe. À un moment donné, de toute façon, lorsque le périsprit du double éthérique, qu'on appelle un séraphin à ce niveau-là, lorsqu'il sera totalement fusionné avec un phénomène bouddhique, il n'existera même plus, même pas dans le contexte de la relativité, dans le contexte du temps. La relativité, c'est d'ailleurs c'est la première fois qu'on a atterri un contexte irréalisable, irréel, inexistentiel, impersonnel dans le monde de l'homme. C'est Albert Einstein surtout qui l'a amené. Et de par la définition même de la relativité, on sait que la matière est une quantité, ou l'espace est une quantité de temps, et que le temps est une quantité d'espace. Puis de temps en temps, vous devriez neurologiquement vous amuser avec ce genre de choses. Selon la relativité, le passé, le présent et le futur dépendent de l'observateur. En ce sens, la création, pour certains observateurs, s'élance vers sa recréation, alors que pour nous, elle s'élance vers sa résorption. Et personne n'a tort ou raison. C'est pourquoi, selon moi, la création ne peut jamais se résorber puisqu'il ne s'agit que de notre point de vue d'observateur, et quand nous serions déjà à ce point de vue, elle se recréera à nouveau. Est-ce possible? Bon, c'est possible, ça dépend simplement de quel est l'observateur. Ce n'est pas, premièrement, il y a une question de point de vue. La conscience mentale englobe tous les points de vue, ce qui déjà élimine énormément tout le facteur de relativité. Et quand je parle de régression de l'univers, on parle aussi de destruction. Je dis même que l'univers n'a jamais existé. Ce n'est pas un point de vue relativiste. C'est un autre point de vue, au-delà du phénomène de la relativité. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi un facteur de déplacement dans le point de vue. Le point de vue qui est en mouvement n'est pas le même que le point de vue qui est fixe au même endroit. Alors, on pourrait en parler. La personne qui pose la question devrait être capable de comprendre, de suivre un peu. Donc, lorsque nous parlons de régression de l'univers, c'est évident que selon le phénomène du déplacement, si vous vous déplacez vers le point source plus rapidement que les éléments qui se dirigent, vous aurez l'impression qu'ils s'éloignent. Si vous vous déplacez plus lentement, vous aurez l'impression qu'ils se groupent à une vitesse folle. Si vous vous déplacez dans la direction opposée, ben alors là, vraiment, ça régresse. C'est ça le point de vue. Sauf que lorsqu'on atteint une conscience plus cosmique, on a accès à plusieurs points de vue en même temps, et c'est pourquoi là, on peut dire que d'un point de vue cosmique,
Ce n'est pas le point de vue d'un observateur. C'est le point de vue de l'événement lui-même. Il y a une régression. Maintenant, effectivement, pour beaucoup, à un moment donné, il y aura expansion, expansion, expansion jusqu'à destruction totale de l'univers. Et pour d'autres, il y aura régression, régression jusqu'à destruction totale de la création. Ben, c'est ce que je dis. L'univers n'a jamais existé. Je me fous du point de vue de celui qui chemine. De toute façon, j'ai raison. Eux autres aussi. Mais eux autres ont moitié raison. Ils ont raison tant qu'ils ne se racontent pas. L'effusion a rejoint d'autres planètes, d'autres lieux à part la Terre, ce qui fait que d'autres êtres sont manipulés par l'intelligence. La constitution amique de ces êtres est-elle semblable à la nôtre? Non, totalement différente. La majorité n'ont pas d'âme, du moins pas comme on la conçoit. Est-ce que c'est le mélange de l'intelligence avec le type de vie présente sur chaque planète qui détermine la constitution amique de ses habitants? Ça dépend de l'époque fusionnelle de la création de ses habitants, ça dépend de la théorie de ces planètes, ça dépend de leur soleil. Est-ce que c'est un soleil binaire? Est-ce que c'est un soleil qui est triple? Est-ce que c'est un soleil qui est en voie de mort? Est-ce que c'est un soleil qui est en voie de création? Est-ce que, en tout cas, il y a tellement de choses, ces habitants, est-ce qu'ils sont sur une phase fusionnelle beaucoup moins dense que la nôtre? Donc, ils attendent notre corps, notre conscience pour se fusionner à nous, ce qui va arriver dans les temps qui viennent. Alors, c'est donc la constitution amique, quand on parle d'âme, ce n'est pas une constitution amique comme la nôtre. C'est-à-dire que certains phénomènes extraterrestres peuvent avoir une âme, mais dans leur âme, ils ne connaissent pas la haine, ils ne connaissent pas le passé, ils ne connaissent pas l'avenir. Ce n'est pas comme la nôtre. Ça veut dire que c'est une expérience mémorisée chez eux. Mais ce n'est pas nécessairement le même facteur. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le même facteur évolutionnel amique que le nôtre. Ils n'ont pas le même genre de spiritualité. Ils ne recherchent pas tous Dieu. Il y en a beaucoup qui recherchent l'homme. Mais ce n'est pas notre cas, hein? À quoi ressemble la création vue de l'extérieur? Elle ne ressemble à rien. Est-ce que la création a un ego? Quel est-il? Ah oui. Toute la matière solide et tout ce qui gravite autour des matières solides, c'est l'ego de la création. Et il y a des galaxies locales. Par exemple, il y a une centaine de galaxies dans notre système local. Et c'est un petit spécificité ego. Dans les galaxies, il y a un foyer central où il y a des milliards d'étoiles. C'est l'ego galactique. Et ça s'en vient jusqu'à nous, l'ego humain. Alors, au niveau de la création, il y a aussi un centre source où il y a encore énormément de matière. C'est l'ego. Si on parle d'ego, le reste de la mémoire expérientielle. Mais tout ce qui est matière à l'intérieur d'un système créationnel, temporalisé, cumule de la mémoire. L'agglomération des mémoires cumule d'une expérience. Une expérience, c'est rien d'identification. Ce n'est pas une identification comme celle que l'homme a de lui-même. Mais effectivement, la création a un ego. On appelle cela des hiérarchies cosmiques. Se peut-il qu'au lieu d'être un accident, la création soit plutôt un incident, c'est-à-dire un processus en cours qui aurait été interrompu par cet accident? Bon, je dis souvent que du point de vue de l'homme, la création est accidentelle, et du point de vue de l'extra-créationnalité, ce n'était pas le cas. Un incident non plus, et dans la mécanique de la création, c'est extrêmement intéressant, il y a réellement de la place pour n'importe quoi. Alors, effectivement, c'est un incident, c'est prouvable. Et c'est aussi prouvable que ce n'est pas un incident. C'est prouvable que ça n'a pas été arrêté, c'est prouvable que c'est arrêté. Alors, ça dépend simplement du carottissage qu'on a besoin. Tu dis que on doit se poser la question qu'est-ce que je veux être, devenir. Mais tu fais une différence entre vouloir être et devenir être. Est-ce l'ego qui pose la question qu'est-ce que je veux être ou qu'est-ce que je désire être? Effectivement, ce n'est pas ce que vous désirez être qu'il faudrait que vous cherchiez, c'est ce que vous voulez être. Et nécessairement, c'est sûr que si, après avoir vu un film où tout le monde est millionnaire, là, vous vous asseyez et vous commencez à écrire sur les papiers, risquez de communiquer beaucoup d'astral. Non, après une conférence comme celle-ci, le travail est plus ajusté. Intelligemment, mentalement, et je répète encore une fois qu'on doit échelonner son cheminement sur un minimum de 500 ans. Et que la première chose à aller chercher, c'est l'immortalité au niveau du globe éthérique, donc la négociation. Le reste, c'est pas grand-chose. Quand on a ça, c'est correct. Alors, effectivement, quand je parle de vouloir être, je parle du désir. Le désir, ce n'est pas bon. Je ne désire pas être ceci ou cela. Je mets ceci, cela, que je considère comme étant logique, comme étant bien, intelligent, d'être.
Si en cours de route, ça change, je change, c'est tout. Ce n'est pas un désir. Je ne peux donc pas m'y attacher. Si je ne m'y attache pas, si c'était astral, ça ne peut pas me servir de piège. Parce que j'ai aucune attache. La journée que j'ai à tourner, je tourne, c'est tout. Décider ce que l'on veut être, c'est, et le mettre sur papier, c'est avoir déjà un hétéro autodisciplineur pour nous rappeler un peu plus ce que nous devons faire. Le pourquoi de notre démarche. Ce que nous ne devons pas faire, c'est de décrire ou de décider ce que nous voulons avoir. Ou ce que nous voulons faire. Ça, je le répète. C'est là qu'on se casse la gueule. On va vouloir appliquer le désir être, c'est-à-dire ce que je veux être, et en mélangeant ce que je veux avoir, ce que je veux faire, à travers ce que je veux être. Puis on va se rendre compte plus tard que, ah ben tiens, ce que Daniel Kemp a dit, ben c'est pas vrai, ça ne marche pas. Au pire, vous prenez 3 feuilles. Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir, puis ce que vous voulez être. Comme ça, vous risquez beaucoup plus de filtrer. Quand vous avez fini, prenez ces 2 feuilles-là, vous les mettez aux poubelles, il va rester un cadeau. Ce que vous voulez être. L'être souffre-t-il ou est-ce toujours l'âme, l'ego qui souffre, C'est juste l'âme et l'ego qui souffrent. que ce soit mentalement, émotivement ou autre? Ah oui, il y a un cul qui est con pour souffrir. Veux-tu donner un exemple où l'être souffre Non. ou ne peut souffrir? Ben, l'être, ça souffre pas. Vous avez une vision cosmique d'une situation. Et vous savez, vous découvrez, parce que vous savez que c'est tout ça au complet. C'est vous, c'est du jeu, vous jouez au bingo. Alors, vous ne souffrez pas. À un moment donné, vous mettez un piéton sur un chiffre. Puis le chiffre en dessous, il souffre, il est écrasé par la pièce. Bon, ouais. Mais vous êtes le joueur, là. Vous savez qu'il ne souffre même pas. Vous savez qu'une âme, ça ne souffre pas. C'est de l'illusion, c'est tout. C'est une illusion. Quand on se dégage de l'illusion, on ne souffre plus. Ah, c'est sûr que certaines personnes me diraient, ben, c'est peut-être de l'illusion, mais ça fait mal en maudit. Ben oui, même ce mal-là, c'est une illusion. C'est évident que c'est là. C'est une illusion réelle. L'être est au-dessus, donc il ne souffre pas. Les lois de thermodynamique sont des lois de moindre effort et de conservation d'énergie. Ces lois créationnelles sont l'inverse des lois extra-créationnelles. D'amour, Camus dit vivre, c'est le contraire d'aimer. On coupe leur train à des étudiants de Montron qui ne pourront étudier en français le signe de pièce d'abord, l'économie, le moindre effort, les lois cosmiques et l'amour, s'il reste d'argent. Si le Nazaréen a parlé d'amour, c'est qu'il était extra-créationnel, et si jamais l'homme ne peut appliquer, c'est qu'on est réactionnel. Pourquoi alors le Nazaréen a-t-il parlé d'une chose inapplicable, communément, cosmiquement? Énormément de personnes parlent. Et dans ce qu'ils parlent, ils communiquent de l'énergie avec des véhicules orales qui sont assimilables par les individus. C'est évident que l'animal humain ne peut pas aimer. Ça ne s'applique pas à lui, c'est au-delà de ça. Il peut avoir l'illusion qu'il aime, il souffre d'aimer, il haït d'aimer, il tue d'aimer, etc. L'ego ne s'aime même pas lui-même. Il est médiocre. Complexe de supériorité, c'est de la médiocrité aussi. Il a honte, il est gêné, il a le trac. Il n'est jamais sûr, vous êtes de l'approbation d'autrui, etc. Alors aimez-vous comme vous aimez les autres, c'est très facile, c'est ça qu'on fait. Le Nazaréen communiquait de l'énergie pour lui. Il devait avancer sur une planche qui s'appelle la voix, la parole, pour savoir ce qui, chez lui, était vrai et faux. Alors il devait parler. Alors il a parlé. Ce qu'il a dit ne s'adressait pas à l'animal humain. Alors il y a eu des petites choses qui s'adressaient à l'animal humain, mais ce n'est pas le passage du Nazaréen. Ce qui est resté, est resté. Pour permettre d'autres petites choses. Surtout en échange énergétique avec Lazare. Si c'était de Lazare, il n'y aurait même pas eu de religion catholique. L'intelligence, lorsqu'elle signe un pacte, ne l'oublie jamais. Lazare a été suffisamment plaisant pour le Nazaréen pour que l'intelligence du Nazaréen signe un pacte avec. Lazare va s'en aller dans pas grand temps. Il a lui-même signé un pacte avec d'autres êtres humains.
Il y a des humains ici qui sont de plus en plus intelligents, donc leur intelligence s'en vient et descend. Et ce qui manque encore dans l'humain, c'est ce que tout à l'heure je vous expliquais. À chaque fois que l'humain qui se conscientise commence à faire le travail, étant donné que lui-même est un trou de cul, il est convaincu que tous ceux qui l'en causent en tout, c'est des trous de cul, alors il fait confiance à personne, il travaille contre tout le monde. C'est ce qui arrive présentement sur la conscience, à l'échelle de la planète. Rien de groupe peut être structuré, ou à peu près rien, parce que chaque être humain peut n'importe quand vous fausser, lâcher, s'en aller. Ah, il vous aime, donc il veut jaser avec vous, 2 semaines après, ben, il est dehors, puis il parle fond de vous en comptant tout ce que vous lui avez dit. Puis quand il jase avec vous, ben, il est énergisé avec vous. Donc lui aussi, il le dit. Ah, mais maintenant qu'il est le premier à venir le dire, tout le monde l'accrédite, tout le monde pense qu'il ne l'a pas dit, puis c'est que vous. Puis évidemment, il colore en fonction de ce qu'on a besoin de colorer, pour démolir. Le Nazaréen n'est pas venu ici pour sauver l'humain. Il est venu ici pour sauver des choses qui le regardaient lui. Il a laissé des traces. Les messages qu'il a donnés sont des messages que les gens ont compris et colorés. Imaginez-vous le sermon sur la montagne. Ça ne s'adresse pas aux humains de la planète. Heureux les pauvres. Et heureux ceci, puis heureux cela. Ça ne s'adresse pas à l'humain. La majorité de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, ne s'adressait pas à l'humain. Quand les gens disent « Ah, il a souffert beaucoup », il n'a pas souffert pas tout. C'est ceux qui le regardaient qui souffraient, pas lui. Et on retient toujours la vision qu'on a voulu retenir. Imaginez-vous que des individus, moi, qui m'ont pas vu depuis 3 ans, puis quand ils me rencontrent, ils disent « Ah, tiens, je pensais que c'était plus grand que ça. » L'image qu'il y avait de moi, c'est l'image qu'ils ont portée. Mon corps physique a grandi pendant ce temps-là. Alors, le Nazaréen était peut-être bien souriant, mais après, à un moment donné, à travers l'histoire, l'amour de l'animal humain doit passer par la souffrance. Il nous a tellement aimés qu'il a souffert. La crème, s'il n'aurait pas souffert, il ne t'aurait pas aimé. Moi, je t'aime. Je vais aller me mettre en dessous du pont quartier tout à l'heure, là, puis je m'entends qu'un bateau vienne me frapper, je t'aime. Alors, il y a énormément de messages qui n'ont pas été laissés à l'humain, qui ont été laissés dans le contexte énergétique mémoriel de la planète. De toute façon, vous devez savoir que le Nazaréen est passé ici simplement pour laisser une trace. Oui. Bon, disons simplement que son passage a servi à construire un phare. Mais c'est quoi un phare? Une grosse tour avec une lumière. Pour avertir. Pour guider. Guider les navires. Voilà. C'est le passage Nazaréen. C'est du Lazare à ça. Quoi, celui de Lazare? C'est qui ça? C'est quoi? Lazare, son rôle est extrêmement minuscule. Est-ce que c'est le même qui a été... Ah oui, c'est le même. Son rôle, c'est d'entretenir le phare. Par quel moyen? Tu connais les moyens qu'il va faire Ah, ben oui. pratiquer ces choses-là? On peut les connaître. Tu vas en parler? Ah, ben oui. Tu vas en parler? Non. Non? Ouais, parle-en. Ah, ben ça, c'est chaud. Tu copies. C'est pas mécanique, ça? Oui, pour être mécanique, c'est mécanique. Sauf que Lazare a la capacité de changer la mécanique. Il applique la mécanique, mais le reste reste mécanique. De quelle façon on nourrit le phare? Il faut absolument qu'il y ait une évolution. Il faut... Ah, c'est un maudit problème. Parce que c'est même très envergure à en parler. La question de savoir si les égos sont prêts à en entendre parler. On pourra y revenir, mais je vais quand même donner des bribes. Et je vais en perdre des bouts en donnant des bribes, hélas. Bon. Maintenant, je sais tout. C'est mon problème, quand je sais tout, d'une question, je ne peux plus en parler. Hein. Pas tu relances avec des questions. Hein. Alors, pour résumer comme ça, bien gros, bien vite, c'est le corps de l'homme qui est utile, c'est pas l'âme qui est dedans. L'âme dedans sert simplement à animer le corps physique, de façon à former le corps physique. Formant le corps physique, ça crée un véhicule qui, à un moment donné, pourra recevoir de l'intelligence. Le phare, c'est une condition, une marque indélébile, enfin indélébile, mais qui, au niveau du temps, semble indélébile pour l'humain, qui est placée dans la structure astralisée, qui fait en sorte
l'énergie christique, l'énergie supramentale d'ordre michaélien, c'est-à-dire c'est une énergie supramentale qui a la capacité d'être colorée par l'énergie bouddhique. C'est l'une des plus plaisantes énergies supramentales qui existent dans cet univers local. Alors, la condition, le Nazaréen lui-même a engendré une espèce de, a manipuler les virus, le virus des âmes et le monde de la mort, de façon à ce qu'une certaine forme de coloration, d'énergie, de jeu, de musique, ce terme plus exact, de musique particulière résonne continuellement dans le monde de la mort, et c'est cette musique particulière qui est entretenue par la condition lazaréenne, va permettre à un moment donné à des éminescences michaéliennes de pouvoir, à travers un système qui n'existe pas, retrouver un endroit qui n'existe pas, qui s'appelle la planète Terre, pour pouvoir venir chercher les véhicules qui seront prêts, c'est-à-dire les corps physiques, et nécessairement ces véhicules qui seront prêts, et c'est pourquoi l'ego ne doit pas avoir peur comme ça, les véhicules qui sont prêts sont connus par leur formateur est l'âme. L'âme est un imbécile heureux. L'âme, par la négociation, devient le double éthérique. Le double éthérique devient le séraphin, c'est-à-dire une espèce de périsprit, une espèce de chérubin. Yin et Yang, un interpréteur actionnel absolument parfait, pour interpréter l'intelligence en action dans un corps physique. Le corps physique est essentiel pour d'autres digestions de contextes expérientiels à travers la création. On pourrait revenir à un moment donné sur ce phénomène-là. On en a déjà parlé. Mais c'était plus énergétique, donc on n'a pas nécessairement retenu tout ce que je dis. Et lorsque ces corps physiques sont canalisés par les, on va appeler ça extraterrestres, mais par la mécanique michaélienne, ces mécanismes michaéliens doivent pénétrer par un double éthérique. Le double éthérique est totalement constitué par la conscience lucide de l'homme, conscience qui a été créée par les agglomérats spirituels et qui ont été légués dans le plan spirituel par l'évolution de conscience des ancêtres et par la conscience lucide que nous créons nous-mêmes à l'intérieur de notre corps dans ce pays-ci. Et le double éthérique constitué par cela devient la charnière qui va permettre aux forces michaéliennes, donc à des forces bouddhico-supramentales, de pouvoir se servir des contextes les plus densifiés. Cela veut dire qu'à un moment donné, l'homme aura un contact total. Quand je parle de l'homme, je ne parle pas de l'ego comme l'ego se connaît aujourd'hui. Je parle d'un ego comme les religions en parlent, d'un âme pure. Je parle d'un ego sans orgueil. Donc, je parle d'une énergie qui structure l'ego, mais qui est formée d'une autre façon. Donc, je parle d'une âme sans ego. Donc, d'un phénomène anégoïque qui reste à conscience, qui reste à conscience des humains, et qui, elle, sera au courant de ce qui se passe, et qui, elle, finalement, acceptera l'ingestion michaélienne, le retour du Christ, et qui, elle, acceptera aussi de se fusionner, ne sera pas digérée, il digérera une partie de ce contexte, les parties les plus effusées, les plus denses, et dans cette digestion, l'homme devient un être totalement intentionnel, totalement créationnel, totalement aimant dans l'énergie d'un amour intelligent, non pas dans l'énergie d'un amour possessif égoïque. Et l'être humain est maintenant relié à des choses qui dépassent totalement l'univers de la planète. Alors, c'était son rôle. Présentement, c'est un phare. La structure théologique qu'il a laissée, les structures de guerre et les structures nazaréennes qui amènent une nourriture dans ce qu'on appelle le mal et dans ce qu'on appelle le bien, pour créer la musique, conserver une musique céleste assez particulière. Ça sert de phare. Est-ce que le phénomène est à son 100%? Le phénomène est presque à son 100%, donc d'ici peu, toute la mécanique de musique pourrait être détruite. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle musique a commencé à résonner, celle des êtres humains qui se conscientisent, qui maintenant remplace totalement la mécanique lazaréenne, donc la mécanique du corps. C'est pourquoi je disais que Lazare a presque fini son mandat. Et plus il y a d'êtres humains qui se conscientisent, plus ça se structure, plus ça se facilite. Pour la simple raison que lorsque moi je cherche, par exemple, où je dois mettre de la nourriture, alors il y a un paquet de corps physiques qui ont faim. Et à un moment donné, j'en reconnais un, alors je peux lui en lancer. Sauf que ce que je lui lance, je le lance, peut-être ça tombe dans sa tête, sur le tunnel. Peut-être ça tombe à côté, il y a un paquet de monde qui vient de voler. Et puis à un moment donné, à force de reconnaître, plus il y a d'êtres humains qui vont devenir conscients, plus je vais être s'ils sont capables de se grouper, plus ça va être facile pour moi de donner où ça doit être donné. Sinon, à un moment donné, ben, je sais qu'il y a de l'intelligence sur tel territoire, donc des êtres humains qui ont faim, par exemple. Je lance de la nourriture sur le territoire, mais ça tombe où il y a des animaux, où il y a des serpents, où il y a des embûches qui tombent dans une falaise. Alors, les humains se disent, crime, l'intelligence, elle nous donne ce qu'on a besoin, mais merde, il faut travailler en maudit pour aller le chercher. Eh ben oui, fait les premiers pas, puis après ça, le reste va se faire seul, mais l'humain doit faire les premiers pas, c'est pas d'aller à l'église. Ça, c'est les derniers pas. Tu vois là, quand tu n'as plus rien à faire. Quand tu baisses du temps à perdre. L'humain doit travailler chez lui. Et puis, après ça, c'est seul. Et qui va prendre la relève? C'est le phénomène melchisédien?
Non, melchisédien, c'est un phénomène de catalyseur. Le catalyseur est effectivement en fonction présentement, ça avance vite, ça avance bien. Sauf que la relève, il n'y a pas de relève. L'humain, maintenant, va se prendre en main. Il y aura une intervention extraterrestre majeure, on en a déjà parlé. Il y aura le phénomène des Golas, il y aura le phénomène des territoires qui seront totalement extraterrestrialisés, et il y aura aussi une intervention plus ovnique, pour ceux qui en ont besoin. Ben, c'est tout. Alors, il y aura une intervention extraterrestre, mais il faut faire attention encore une fois, ce n'est pas... Bon, il y a des choses sur lesquelles on va revenir, c'est évident, à un moment donné. À un moment donné, il faudra commencer la conférence avec ça, quoique ce que j'avais à dire est extrêmement utile. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ça engendre le reste. Mais l'être humain doit se préparer à être un invité invitable. Ça veut dire que l'être humain il va être moins assujetti à plusieurs manipulations lorsque le Il ne sera phénomène... plus assujetti à des manipulations lorsque l'être sera un être humain. Lorsque l'animal humain sera devenu un être humain, il ne sera plus assujetti à des manipulations. Il saura qu'il y a encore des mécaniques. Et ces mécaniques ne le frustrera pas d'une façon psychologique. Dans son astral, l'astral sera totalement purifié, donc dans son astral, il n'y aura plus d'ingérence de l'événementiel. Lorsqu'il sait qu'il a un corps physique et que le corps physique doit encore boire de l'eau, il ne considérera pas comme une faiblesse du corps physique de devoir boire de l'eau. Parce qu'il sera la superbe intelligence d'avoir un corps de matière pour exprimer l'intelligence. Donc, s'il faut juste lui donner un peu d'eau de temps en temps, on va y en donner. À un moment donné, on n'aura plus besoin d'eau. Mais il ne considérera pas cela comme une limitation. Donc, il ne sera pas assujetti à des manipulations psycho-astrales. Il ne souffrira plus. Et parce qu'il ne souffrira plus, il va cesser de détruire son corps physique et il va plutôt le former. Celui-ci va atteindre un état plus rapide où il n'aura plus besoin d'eau. Il ne sera pas constitué d'eau, il sera constitué d'hydrogène et d'oxygène. Allô, allô? Mais à ce moment-là, le contexte planétaire tel qu'il est présentement, il est en phase de pollution effrayante. Mais non, mais non, mais non! Sur Vénus, présentement, c'est pas respirable. Mais coup rendu là, La pollution matérielle est un phénomène melchisédien. L'humain cherche le phénomène melchisédien. Les humains aiment les yeux. La pollution est un phénomène melchisédien. L'islam est melchisédien. On a nommé des choses qui sont melchisédiennes. ça, c'est ça fait pas les mots. ça c'est dans le but d'aider l'homme. Ah ben oui! Tant que l'être humain est un animal humain, il apprend d'une façon pavlovienne, c'est-à-dire qu'il apprend par essai et erreur. Donc, nécessairement, si l'humain doit développer sa conscience, il doit développer son inconscience. Il y a 3 souris, 3 fromages, 2 empoisonnés, 1 correct. Une souris qui en goûte un, elle meurt. L'autre qui en vient, elle goûte le même, elle meurt aussi. La troisième vient, elle goûte le même, elle meurt avec. Ah, ben l'intelligence! Ben oui, c'est parce qu'il y avait quelque chose de bien, quelque chose de mauvais. Alors on remet d'autres souris. À un moment donné, ben, ils vont finir par apprendre. Ils savent quand peser ce piton. Ils savent où aller chercher. L'humain, c'est la même chose. L'humain connaît... Il faut faire attention, c'est que 99% de l'animal humain est de la conscience astrale, de la conscience expérientielle, donc de la conscience émotive, de la conscience mémorielle. La conscience ne peut se développer en tant que conscience que si elle a de l'information. Mais l'information dans la conscience astrale n'a de la valeur que si elle est émotive. Elle n'a pas de valeur si elle n'est pas émotive. Quand je fais une conférence, par exemple, des personnes pourraient dire « Ah oui, mais c'est intellectuel. » Je dis une claque dans le visage, ça fait mal. « Ah, c'est intellectuel, il a raison. » Paf! Ça fait mal. C'est la même chose, il le sait là maintenant. Sauf que là, maintenant, c'est émotif. Ah, là, c'est la pratique. Pour l'ego, c'est comme ça. Alors, si on fait longtemps qu'on parle de pollution, qu'on parle de ceci, de cela, qu'on parle que les guerres, c'est con, hein? Depuis qu'il y a des guerres, on trouve ça con. Sauf que, vu que c'est l'ego qui gère l'évolution de l'homme présentement, l'intelligence a beau amener de l'information, ça n'a pas de valeur. Il faut absolument que l'information soit émotivisée. Pour l'émotiviser, il faut avoir un contact fulgurant avec l'intelligence, ou bien, et pour avoir un contact fulgurant, il faut avoir un mental suffisamment développé, ou bien tu dois le vivre dans l'expérience matérielle, dans l'expérience astrale. La pollution, on sait depuis longtemps que la pollution, ça pollue. Ah, on le sait. Les médecins se fendent derrière et font tout ce qu'ils peuvent pour arriver à améliorer l'état de santé des gens. Donc, on le sait. Ça
drogue, pareil. L'alcool au volant, c'est criminel. Mais voyons, non, l'alcool dans un corps physique, c'est criminel. C'est pas à cause que l'alcool est au volant que c'est criminel. C'est parce que l'alcool est dans le corps physique. Bon. Alors, mais ça, on ne comprend pas. Mais on le sait. On le sait, on sait tout ça. Mais l'ego, lui, ne le sait pas. Il l'a appris. C'est comme beaucoup de choses au niveau du film, c'est tu l'apprends, mais ça n'a pas de valeur. Tu vas apprendre d'autres choses, puis d'autres choses. Maintenant, on sait que la pollution, c'est pas bon, là, mais on peut faire d'autres choses, là. Ça continue à polluer pendant ce temps-là. C'est comme, on fait d'autres choses, là. Puis à un moment donné, ben là, ça pollue assez, que tu as de la misère à parler. Quand tu parles, ça fait des boucans noirs, même en plein été. Bon. Alors là, maintenant, tu te dis, ben là, pollution, c'est vrai. Et à un moment donné, les gens commencent à mourir. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, l'ego devient tellement conscientisé de la mécanique, qu'il libère la conscience du mental. Parce que l'ego ne peut pas connaître la solution. L'ego n'a pas toujours la solution. Ben, la solution, on la connaît, on dit pas lui au moins. Voilà, c'est réglé. Alors, lentement, l'ego, des illusions, va libérer le mental. Alors, la conscience du peuple québécois a grandi au niveau de la dépollution. Et une conscience astrale qui veut préserver l'environnement est nécessairement une conscience qui habite un corps physique qui mérite d'être conservé en vie. Donc, qui mérite d'être supramentalisé. C'est un corps physique qui a un ego qui est disponible. Pas du jour au lendemain, mais qui est disponible. Il s'intéresse non plus seulement aux Biafra et aux Éthiopiens tenus à poil et toutes maigres, non. Il s'intéresse maintenant aux oiseaux, il s'intéresse aux baleines, il s'intéresse aux plantes. C'est pas à lui. On dit oui, mais notre société va être. C'est même pas ça maintenant. Là. On s'intéresse simplement à l'état d'une rivière. Puis après, quand c'est passé Montréal, même si on boit l'eau avant, donc en partant, on ne s'intéresse pas à l'eau qu'on va boire. On s'intéresse à l'eau de la rivière. Une conscience planétaire. L'humain qui a une conscience, même si elle est débutante, l'humain qui a une conscience comme ça mérite effectivement une intervention à un moment donné pour être rectifié. Les spiritualistes diront sauvé. L'humain le mérite. Alors présentement, la pollution, c'est quoi? C'est simplement l'expression planétaire de l'inconscience de l'ego qui finalement permet d'attirer de plus en plus de la conscience mentale, de la conscience supramentale à cause de l'urgence de la situation. Et cette attraction-là va finir par faire en sorte que, aidé par le fait que l'ego apprend par essai et erreur, cela va attirer suffisamment d'informations pour que l'ego finisse par comprendre que, ben merde, effectivement, c'est ça qu'on commence à y penser. Alors, c'est extrêmement intelligent que ça pollue. C'est sûr que si tu me dis, ce serait mieux si on pourrait passer par un autre chemin. Oui. Mais, entre toi et moi, le chemin, le premier prévu, était un holocauste nucléaire. 1947. Alors, c'est quand même déjà bon, on a pris un autre chemin, qui était la révolution industrielle, qui a été les BPC, qui était, etc., etc. On a toutes les lettres, on peut mettre à peu près n'importe quelle lettre avec n'importe quoi, puis ça existe. Comme peu, pas du polluant. Alors, ça fait évoluer. D'ailleurs, ceux qui ont des grandes moustaches sont d'accord avec moi pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que la couleur de l'évolution, c'est orange. Même des steaks qui sont orange. Et puis l'agent orange, c'est ce qui a fait le plus évoluer les Vietnamiens. On s'en servait même ici aux États-Unis. Tu largues sur un avion, puis tout ce qui pousse là pousse plus. L'agent orange. Ça fait évoluer. Maintenant, on va mettre la bleue. Alors, l'humain évolue à travers ces choses-là. C'est Melchisédien. C'est un catalyseur d'évolution, de pollution. Moi, je dis qu'on ne doit pas polluer. Mais je dis qu'on ne doit pas empêcher les autres de polluer. Ça paraît chien, alors je le dis spirituellement. Moi, je dis qu'on doit vivre, qu'on doit laisser les autres vivre. Ah là, j'ai du cœur. Une question tout à l'heure. L'ayatollah, oui. L'ayatollah. C'est qui ce bonhomme-là? Je parle d'un grand dirigeant. L'ayatollah, c'est plus qu'un grand dirigeant. L'ayatollah, c'est... On n'en parlera pas trop quand même, parce que astralement, présentement, il y a énormément de... Ça peut mettre le feu au poudre. C'est encore vivant? Non. Mais... Le corps physique est mort. Alors, il est bien vivant à travers encore un paquet de... Mais Mahomet, c'est des phénomènes ici qui peuvent se réincarner. On va le donner à ça. Bon.
sujet maintenant. Avant de terminer, on parlait un peu de comment on prend des décisions. La majorité de l'information que je donne est une information qui est facile à appliquer, mais elle doit s'appliquer par étapes. Et on doit appliquer des choses jusqu'à cellularisation. On n'applique pas une chose jusqu'à temps qu'on se l'applique. Alors, à un moment donné, je donne une solution pour certaines choses, et si on veut l'appliquer directement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il manque tout le reste. Prendre une décision doit être un égoïque. Il faut nécessairement appliquer le reste. On doit être un égoïque. On doit envisager des choses. Et on doit nous attacher à rien. J'en ai parlé souvent, mais les gens n'appliquent pas ce genre de mécanique. Ils compliquent les choses. Ils s'éclatent. Ils émotivent, ils neutralisent les choses. Alors, on fait l'effort minimum dans le but d'opérer le changement. On parle de décision, que ce soit déménager, que ce soit de se marier, que ce soit divorcer, que ce soit d'acheter une maison, que ce soit n'importe quoi. On fait l'effort minimum, un effort conscient. Vous ne devez pas appliquer les exemples que je vous donne. Ça serait de l'astralité, de vous faire fourrer. Vous ne devez pas appliquer les mêmes vérifications de décision pour d'autres décisions. Une fois, c'est tout. Exemple. Est-ce que je fais, par exemple, tel cours du PLC ou non? Je ne sais pas. Bon. L'effort minimum, s'inscrire. C'est pas l'effort minimum. Si on ne s'inscrit pas, on ne le ferait pas. Pour ça, je prends l'horaire, et puis je la cache, ou je la jette, ou je la perds. Un exemple que je donne. Et là, je me dis, si je me rappelle que j'ai un cours à telle date, si je retrouve le papier, ou si quel que soit l'événement, c'est correct. Si je ne me rappelle pas, mais non. L'individu qui fait ça inconsciemment, il va dire, crime, j'ai encore oublié, comment ça se fait? C'est pas une vérification, ça là. C'est une manipulation. Mais ce qui arrive, c'est qu'étant donné qu'on vit toujours à ce contexte de souffrance, avance, tire, peut-être que c'est à l'extérieur de moi que vous allez vous en sortir. Peut-être que c'est plus avec moi que vous allez vous en sortir. On ne sait pas. Vous finissez par trancher. Tranchez simplement. Tranchez avec un grand sourire. Autrement dit, tranchez pas. Laissez la vie trancher pour vous. Mais vous devez accepter le résultat. Ça, c'est l'autre solution après, là. C'est dans le genre, pile ou face, pile, j'y vais, face, j'y vais pas. Face! Ah! Peut-être que tu voulais y aller, mais là, face, c'est face. J'ai déjà expliqué une chose. Pile ou face, j'y vais pas, ça tombe sur face, puis là, ça veut dire que j'y vais. C'est bien facile, c'est que je refuse mon face, donc j'y vais. Simplifiez-vous la tâche, et c'est très, très simple et très plaisant. Lentement, tout va s'aligner, pas comme vous avez pensé. Ah ben non, vous l'avez pensé, vous l'avez sécrété, oubliez ça. Mais comme ça doit se faire. Plus facilement. Jusqu'où on peut aller dans l'établissement d'un paramètre? Exemple, j'ai barré la porte avant de partir. Bon, je dois prendre une décision. Bon, mais si la porte est débarrée quand j'arrive, des choses dans l'irréel, là. Tu dois toujours prendre quelque chose qui est dans l'impossible. Tout proche du possible. Je vais te donner des exemples. À un moment donné, moi, je n'avais pas... J'avais placé de l'argent, j'en avais perdu un peu. Et puis, j'étais tanné de mon automobile, mais pas tanné en même temps. Et puis, à un moment donné, je me pointe chez un concessionnaire, et puis pour faire la mise au point de l'automobile, ça coûte 320 $, vérifier des choses. Pendant ce temps-là, je me promène dans la salle d'exposition, et puis j'avais déjà l'idée d'une automobile qui, énergétiquement, casse le poids entre mes mains. C'est sûr que plus je vais me renforcer, plus elle va finir par être faible, donc il faudra que je change. Mais quelque chose qui me plaisait présentement, parce que là, ça n'avait rien à faire, j'avais beau prendre bien. Et là, je vois une automobile qui est longue de forme pleine.
Alors, je m'assois à l'intérieur, et puis le vendeur vient me voir, et demande si... Fait que moi, je lui donne en essayer une à 15 000 $, c'était au-dessus des moyens de A à Z. Celle-là était 30 000, alors, elle m'a fait 20. Alors, il me montre un peu ce qu'il y a dedans, mais c'est exactement ce que je visualisais. Pas en projection, là, ce que mentalement ou astralement, ça aurait pu être correct. C'est le genre d'automobile qui peut-être va exister dans 2-3 ans, mais qui n'existe pas présentement, mais ça existait déjà. Alors, le bonhomme, il me dit, ben, blablabla, fait que j'ose avec. Fait que là, quand il me donne le prix, hein, finalement, il me dit, ben, c'est un démonstrateur de 40 km. Voilà, 4000 km. Fait qu'on l'a fait moins cher. Fait que je demande quel prix, il dit, on peut baisser de quelques milliers de dollars. Finalement, ben, je lui dis, ben, ça dépend, comment vous me donneriez de mon automobile. Là, qu'est-ce que je fais, c'est que mon ego le veut. Mais, alors, je tout fait pour pas l'avoir. Mais je dis pas au gars, non, je l'avais pas, il me donne en cadeau, c'est pas ça. Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'année d'avant, j'ai voulu changer mon automobile pour la même automobile qu'à motrice. Alors, il me donnait 8000 pour. Un an après, ben là, je me dis, s'il me donne plus que l'année dernière pour mon automobile, je verrai. Ça se peut pas. Mais ça se peut. OK? C'est quelque chose qui se peut. Mais il m'a dit, franchement, tu vois pas ça souvent qu'un automobile prend de l'évaluation. Mais ça se peut, ça dépend, ça se peut. Ça fait partie des possibilités de manipulatrice. Je dirais pas au gars, ben, si je peux traverser la vie sans la casser, c'est pas ça, là. C'est paramètres. Et il revient et il dit, bon, on t'offrirait 12 000 pour. Fait que là, je dis, ben, OK, mais là, j'ai 320 $ de réparation. Faudrait vous les preniez aussi. C'est cherchant l'automobile, pas pour avoir là-bas, ça revient, c'est correct. Et là, il me faisait fourrer à l'os. Je dis, ben, il faut que je vois mon banquier, puis je vais voir. Alors, moi, je savais combien de milliers de dollars je peux donner comptant dessus. Il fallait que la banque donne le reste. Je vais voir le banquier que j'ai jamais vu. J'ai un compte là, mais le gérant n'a jamais vu. Et puis là, je lui explique qu'il est 10 heures, puis j'ai besoin de 10 000 $ par exemple, puis dans 2 heures, à midi, j'aurai la réponse. Le gars, à vous emprunter ici? Non. À vous emprunter ailleurs? Oui. Je prends les places, etc. Puis là, à midi, je vous rappelle, j'ai besoin de sortir absolument à midi. J'appelle à midi, ah, monsieur Kerr, pas de problème, c'est accepté. Fait que là, je dis, ben, au moins, allez l'essayer. Je vais l'essayer. Évidemment, c'est parfait. C'est évident, elle était là pour moi, donc c'est correct. Puis j'ai payé le reste en 8 mois, tu sais, c'était parfait. Alors, j'ai tout fait pour ne pas l'avoir, tout en me laissant la possibilité de. Dernièrement, j'ai fait une autre transaction, une chose qui est utile. Une personne qui m'appelle, elle dit, voulez-vous faire une offre d'achat? Puis je dis, oui, puis on la fera au vendredi, on est lundi. Dans 5 jours. Genre, pas bien correct. Et qui m'appelle le mardi, il me dit, là, j'ai la personne qui voulait l'acheter, mais là, maintenant, j'ai 2 personnes qui veulent venir me rencontrer pour faire une offre d'achat. Fait que vu que j'ai jasé avec vous en premier, ben, voulez-vous venir avant, comme ça on réglera ça. Je dis, ah non, je vais y aller vendredi. Non, ben là, je vous suis pas pantoute, parce que si j'ai rencontre ce soir, ils me font une offre. Ben, vous la vendrez? Ah, elle m'avait dit que j'étais intéressé. Oui, mais j'aime pas ça travailler. Là, il faudrait que je cancelle des rendez-vous pour vous rencontrer. Ah, ça me tente pas. Je dis, ah, je comprends pas du tout. Non, mais en tout cas, vendredi, on se verra, c'est. Puis vendredi, on s'est vu. Pas vendu? Non. Oui, c'est pas la peine de courir. Et puis, encore là, c'était vraiment une idiotie, tu sais. Si tu veux l'avoir, tu fais pas ça. Non, je veux l'avoir, mais je veux pas l'avoir. C'est comme ça que l'humain doit prendre des décisions. Elles sont faciles, les décisions. Oh, j'ai été d'autres places, j'ai fait d'autres choses que j'ai pas eues. Des aubaines. Je me serais fait fourrer, pas des aubaines. Dans la vision que tu as, c'est une aubaine. Je me serais fait fourrer. Et puis après ça, j'ai encore retardé toute l'affaire au complet. Jusqu'à temps que je lui dis, le gars, il me dit, bon, parfait, maintenant, on va devoir faire un transfert de ceci. Bon, il y en a un empreinte, il faut que le prêteur accepte de. C'est évident, maintenant, moi, je suis patron. Ben, quand tu es patron, il n'y a aucun prêteur qui te prête. Les banques ne te prêtent pas. Tu es mon employé, on te prête. Je suis ton patron, on ne me prête pas parce que j'ai pas un salaire fixe. Fait que je dis, ben, c'est parfait, moi, fournir ce que ça me tente dans mon bilan, pas plus. C'est juste, là, à la limite, s'il le refuse, parce que je sais, je me force pas. Mais il m'appelle, le gars qui prête, puis il dit, c'est la fiducie des jardins. Il dit, Monsieur Kem, oui, dans votre cas, on n'a pas besoin de papier, rien, non, c'est accepté. J'ai même pas eu besoin de rien y envoyer. Fait que là, je suis fait à l'os encore. Quand on prend des décisions, on les prend comme ça. Mais la personne, souvent, la personne va dire, oui, mais Christy, tu vas manquer tellement d'aubaine, si tu ne travailles pas un peu pour. Si tu veux avoir l'affaire de lui, puis toi l'affaire de elle, pas de problème de travailler. Mais si tu veux simplement que les choses se placent comme ça doit se placer pour que tu finisses par être libre, là, j'ai plus de stress à me demander comment je fais ci, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas, etc. C'est sûr qu'à un moment donné, avec mon automobile, par exemple, j'aurais pu me faire fourrer. Mais c'est simplement parce que j'avais réellement quelque chose de parfaitement génial que j'ai à apprendre avec. Mais je reviens encore sur le but. Le but n'est pas d'avoir une automobile. Le but est d'être formé. C'est pour ça que ça change énormément beaucoup de structures au niveau de la vie.
Puis si mon objectif est sur 2, 3, 4, 5, 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, mais je sais pas, je m'en fous de l'automobile ou de ci ou de ça, ou donc. C'est pas le but. Mon but est de comprendre de quelle façon je peux discerner l'intelligence de l'astral. Ça, c'est déjà un but. Alors, je dois essayer. Est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas? Ben, crime, toutes les mécaniques que j'essaye, foire. Il y a beaucoup de lois qui fonctionnent pour le spirituel. Projection, les ci, les ça. Mais pour le conscientiser, c'est l'inverse. Tu détruis, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut essayer de nouvelles lois. Alors là, c'est simple, c'est que c'est comme si je te dis, je te donne rendez-vous, mais j'espère que tu ne viendras pas. Mais il y a des chances, il n'y a pas grand rendez-vous qu'elle, là. Alors, j'ai juste mis, là, elle va dire, ouais, bon, ben, que tu le veuilles ou pas, je prends un rendez-vous pareil. J'ai juste mis ce qu'il fallait, mais pas pour l'avoir, pour ne pas l'avoir. Et c'est de cette façon-là, mettez ça en pratique, ça paraît simple, ça paraît niaiseux. Je pourrais le dire très, très énergétiquement pour planter tout le monde. On doit avoir une idée de ce qui est utile, pas de ce qu'on désire, de ce qui peut être utile, comme élément. On doit devenir aristocrate. Vous allez quelque part, vous vous dites, bon, est-ce que j'achète cette année-là ou pas? Ben, c'est simple, mettons, c'est 125 $, ben, vous allez voir le gars, et vous lui dites, c'est pour les femmes ou pour les hommes, vous lui dites, bon, ben, moi, non, même pas, vous le dites pas, vous allez à la banque, ça fait 500 $ en 100. Vous venez avec 500 liquides, puis vous dites, bon, ben, ça, je le veux. Puis le gars dit pas le faire, puis il est content, etc. Je paye comptant, puis je le paye 500. Là, tu sors tes billes de 100. Le gars va dire, ah, on peut pas. Ah, ben, que tu ne peux pas, c'est pas ici que je laisse mon 500, c'est ailleurs, mais j'ai un budget, c'est 500, puis c'est celle-là que je veux. Tu as des chances de pas l'avoir. Puis si tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Pour 500, pas pour 725. Arrive pas avec 50$. Mais quelqu'un qui utilise ça tout le temps, il n'y a pas de danger qu'il se fasse récupérer. Un moment donné, moi, toutes les décisions que je prends, je paramètre. Ouais, je bois-tu pas. Non, on parle de décision, là, on parle pas de conneries, là. Tu bois-tu pas, tu vas aux toilettes ou tu y vas pas. Quand tu vois un film ou tu vas pas voir un film, mais ça dépend. Mais y aller sans enchère, je suis un bibliothécaire, je vais y aller. Ben là, l'intelligence s'occupe pas de toi, là, tu sais, là, franchement. Là, il y a des chances que. Non, on parle de décision au niveau de la conscientisation. Aller voir un film, pas aller voir un film, c'est pas une décision de conscientisation. Par contre, à un moment donné, déménager, changer ton nom de forme, augmenter certaines choses. C'est de dépenser de l'argent. Par exemple, quelqu'un qui loue son automobile, peut-être c'est mieux qu'il l'achète. Quelqu'un qui loue son loyer, peut-être c'est mieux qu'il l'achète. Peut-être c'est pas le temps, peut-être c'est le temps. C'est une décision à prendre. On parle encore, bon, est-ce que, bon, on prend l'exemple, c'est d'investir à la bourse ou d'investir quelque part. Que ce soit d'investir ou dans d'autres compagnies. C'est une décision. Est-ce que je vais emprunter pour investir? C'est une décision. Moi, je dis aux individus, empruntez pas pour investir. Mais il y en a qui vont emprunter et qui vont s'en sortir à merveille. Sauf que le conseil, moi, c'est un conseil négatif. Faites-le pas. Mais la personne s'en va chez elle, après ça décide de le faire. C'est correct, elle est libre. Mais comment tu fais pour savoir? Ben, c'est simple. Je décide qu'est-ce que je dois amener au prêteur. Puis juste assez pour qu'il dise non. C'est simple. Il dit oui. C'est facile. C'est parce que la vie, ça, c'était pour toi. Mais ça n'a pas trop non. Mais juste assez, à la limite, pour qu'il dise non. Puis si c'est ça, il n'y a aucun problème celui-là, c'est facile. Évidemment, il y a beaucoup de choses que vous désirez que vous n'aurez pas. C'est sûr. C'est pas parce que ça marche pas ce que je vous dis, c'est parce que ça fonctionne. Vous n'aviez pas à l'avoir. À un moment donné, moi, j'étais voir pour une maison. Tout était parfait pour l'acheter, puis c'était parfait. Je vais en caisse populaire, puis je dis, m'allais emprunter 600 $. S'ils me le refusent, je prends pas la maison. Ils me l'ont refusé. Ligne de con. Et 3 semaines après, j'empruntais 10 000 pour une auto. Là, c'est pour une maison. Mais là, c'est 100 $, c'est pour des. La raison que j'ai donnée était juste correcte. C'était pas pour la maison, c'est 100 $ une maison. Mais, c'était niche. Mais, juste correct. Au minimum, j'avais une raison qui était correcte. Puis j'étais endossable avec le bilan que j'avais. Puis, qu'est-ce que là, bon, une semaine après, non, je t'ai refusé. Merci. Ah, je suis de cabane. Ah, j'ai perdu une maudite belle. Et finalement, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas bien fait. La chose certaine, c'est que maintenant, si je regarde bien, j'ai possiblement bien fait de ne pas y aller. Mais sur le moment même, j'avais aucune raison de dire que je faisais bien ou pas bien. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement suivi ce que ça disait de suivre. Pas dans ma tête, non. Il y avait un qui me le prêtait. Alors, c'est pas une décision pour savoir si tu prends la gobe ballon ou pas. C'est pas ça du tout. On parle de décision d'évolution. Ceux qui ont un Investor, s'il y a encore une séance d'écœurement, vous êtes les bienvenus.